du sonneur. Et oui, comme je vous le disais, c'est un drame contre Thomas, sa famille bien sûr, mais également contre la France profonde. Disons les choses telles qu'elles sont. Thomas, 16 ans, a été planté de plusieurs coups de couteau dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre à Crépol, donc petit village de 500 habitants niché au cœur de la Drôme, alors qu'il participait à un bal d'hiver organisé dans la salle communale. Le vigile s'est d'ailleurs fait également sectionner les doigts et 17 autres victimes ont été attaquées au couteau. Alors, le criminel et sa bande venaient, selon toute vraisemblance, de Romans-sur-Isère et des environs, là où une marche blanche d'ailleurs a lieu aujourd'hui. C'est une petite ville de 33 000 habitants qui, comme bien d'autres en France, se gangrène, est rongée par les violences, l'insécurité et l'immigration. Ces jeunes des cités, comme on dit, avaient été refusés à l'entrée du bal en début de soirée et avaient décidé de revenir à 2 heures du matin, plus nombreux, pour s'imposer. Et selon de témoins présents sur place, ils étaient venus là pour planter des blancs, je les cite. C'est donc Thomas qui a été planté mortellement, un jeune homme blanc, en effet, un rugbyman, connu pour être gentil, joyeux, fidèle même, disent ses amis. Un gars bien, quoi, qui est mort en héros. Et devant ce drame mortel, un autre drame, le drame du déni. À la place d'agression, les médias préfèrent parler de rixes. À la place d'attaque ou d'attentats, ils préfèrent la catégorisation du fait divers. Et surtout, toujours et encore, cette accusation d'instrumentalisation de l'incident par l'extrême droite. Comme l'illustre la question de Laurent Ruquier sur BFM, Crépol, du pain béni pour l'extrême droite, demande Laurent Ruquier. Ou encore, comme l'illustre, eh bien, notre célèbre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Écoutez-le aux questions pour l'Assemblée. De ce gosse de 16 ans méritait à l'évidence un moment de silence et de recueillement. Il a immédiatement été substitué par un moment de polémique. J'ai noté d'ailleurs que dans la question précédente, on évoquait le mot de razzia. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Les rendez-vous du malheur que vous honorez, qu'il s'agisse de la petite Lola, qu'il s'agisse du petit Clément. Une dernière chose. S'il vous plaît. Une dernière chose. Les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises composée d'un jury populaire comme le sont tous les crimes de sang. Et ce sont des Français comme vous, comme moi, qui rendront la justice, qui n'est pas laxiste, qui est sévère, de plus en plus sévère depuis 20 ans. Voilà, Éric Dupond-Moretti qui accuse l'extrême droite d'honorer les malheurs, de ne parler que de certains malheurs et de les choisir en fonction, évidemment, il le sous-entend, de la couleur de peau de ces drames et de ces victimes. Pour parler de ces doubles dénis, déni contre la France profonde, de l'attaque contre la France profonde, contre la France tout court et contre Thomas, eh bien, nous sommes avec deux invités, Laurent Humberton et Driss Ghali. Bonjour Laurent Humberton. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste repenti, comme on dit, auteur de la célèbre trilogie Guérilla, et évidemment La France Orange Mécanique. Et là, on est plus que jamais dans cette France Orange Mécanique. C'est pour ça qu'on est toujours très heureux de vous avoir. Et cofondateur de La Furia. Et nous sommes également avec Driss Ghali. Bonjour Driss Ghali. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous en cette heure très tardive pour vous, puisque vous êtes au Brésil. Vous êtes spécialiste des relations internationales, essayiste, auteur de Français, réveillez-vous, et de Une contre-histoire de la colonisation, ainsi que Mon père, le Maroc et moi, le tout aux éditions L'Artilleur. Pour commencer, peut-être, Laurent Burton, je vous donne la parole. On a l'impression que finalement, quand avez-vous vu la France Orange Mécanique date de combien de temps maintenant ? 10 ans, c'était début 2013 la parution, et donc je l'ai écrit en 2012, c'était la première année du mandat de François Hollande. Et ben voilà, à l'époque, moi je pensais qu'on avait atteint déjà un palier dans le déni et dans les violences aux personnes, l'insécurité, mais pas du tout. Puisque depuis François Hollande, par exemple, les violences sexuelles se sont multipliées par 3, violences sexuelles constatées. Ces 25 dernières années, les violences aux personnes se sont multipliées par 4,5. Donc, je veux bien qu'on me dise que tout ça est stable, que ça a toujours existé, mais si on estime que ça c'est stable, c'est qu'on a l'esprit quand même très, très pentu. Et moi, j'ai l'impression de me tuer à répéter ce même message. Et je le disais il y a 10 ans, mais j'aurais pu le dire encore 10 ans avant. C'est vraiment pas d'hier que ça existe, cet ensauvagement, et qui ne cesse de prendre des proportions et de faire des victimes, et qu'on a toujours ce fameux mur face à nous, ce chantage à l'extrême droite en disant si vous en parlez, vous faites le jeu de machin, donc n'en parlez pas, oubliez les victimes, laissez-les crever dans leur coin.
Et nous, comme d'habitude, on se contentera de faire des discours, des minutes de silence et d'éponger tout ça, comme si c'était vraiment une fatalité. Oui. Donc, à un moment, c'est bien gentil de nous dire que c'est une chance et qu'il faut, que c'est un enrichissement. Mais quand on en est à ramasser nos jeunes après des balles de village, quand on est à plus pouvoir organiser tranquillement ce genre d'événement parce qu'on sait très bien qu'on est obligé d'avoir des vigiles, de prévenir les forces de l'ordre, qu'on peut avoir des ennuis comme ça à tout Oui, moment. puis en plus, là, il y avait déjà un vigile. Mais c'est quasiment obligatoire, hein. Dans ces endroits-là, maintenant, vous organisez quelque chose, vous savez que vous allez être à un moment confronté à ce type d'ennui. Et comme ce sont des jeunes qui n'ont aucune appréhension des conséquences de leurs actes, ils ont des couteaux sur eux, et vous les regardez de travers ou pas forcément d'ailleurs, et le coup de couteau part, et pour eux c'est naturel, c'est comme ça. Et voilà, sauf que ça fait des morts, et dans la vraie vie, eh bien on perd des jeunes. Et encore une fois, si on n'était pas là, si on n'avait pas la force des réseaux sociaux et des médias comme le vôtre, les grands médias, croyez-moi, garderaient le silence sur cette affaire et se vivraient extrêmement bien avec leurs œillères habituelles. Oui. Juste, je reste avec vous juste concernant cette France Orange Mécanique. Depuis la France Orange Mécanique, donc 10 ans, vous le dites, vous pensez moi je pensais d'ailleurs à l'époque à France Orange Mécanique qu'on avait atteint un seuil comme une forme de maximum et qu'on ne pourrait plus que se réveiller et améliorer les choses. Finalement, ça ne fait qu'empirer. Vous pensez que la situation s'est vraiment dégradée ou comment vous le constatez, vous? Ah oui, non, mais c'est clair. Vous prenez depuis le mandat François Hollande et vous regardez les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, c'est le SSMSI. Vous allez voir ça. Les violences aux personnes, les violences sexuelles sont en augmentation vraiment continue. Sous Darmanin, sous Macron, elles ont battu en 2022, donc l'an passé. On n'a pas encore les chiffres de cette année. Elles ont battu leur record historique. C'est-à-dire, on n'a jamais enregistré des chiffres de violences aux personnes, de coups et blessures aussi élevés. Et en particulier, les attaques au couteau et à l'arme blanche en représentent une part de plus en plus considérable et font des dizaines de victimes chaque jour. Pas forcément des morts, mais très souvent des blessés et parfois des morts. Et c'est devenu vraiment banal et normal dans le paysage, alors que ça n'existait absolument pas il y a quelques années. Moi, j'entends toujours les mêmes nous dire que ça a toujours été comme ça, qu'avant il y avait les Apaches, les blousons noirs, etc. Mais les faits sont totalement incomparables par leur quantité et par leur nature. Oui. Driss Ghali, pardon, vous qui avez écrit justement Français, réveillez-vous. Ici, on a envie de crier Français, réveillez-vous. Vous qui avez un petit peu de recul en ce moment, vous n'êtes pas en France. Comment vous interprétez justement cette espèce de déni de la réalité qu'on peut avoir ici en France par rapport à ces drames? Bon, on a l'impression d'assister à une espèce de maladie collective, hein, de syndrome collectif du déni, parce qu'il n'est pas limité qu'aux élites bourgeoises parisiennes de Saint-Germain-des-Prés. Vous avez des gens bien, entre guillemets, des gens du réel qui vous disent non, tu exagères, tu es extrémiste, comme vous dites, ça s'est toujours passé comme ça, le Moyen-Âge, je ne sais pas, voilà. Il faut dire aussi que grâce au SAMU et aux efforts de l'excellente médecine d'urgence française, il n'y a pas tant de morts que ça. Oui. C'est un argument qu'on nous rabâche, oui, le taux des homicides pour 100 000 habitants, mais comme l'a dit M. Oberton, là où il faut regarder, c'est les invalidités, les séquelles physiques et bien sûr l'explosion des voies de fait et tout ça, pas seulement des homicides. La France n'étant pas encore un pays du tiers-monde, on verra à la fin du deuxième mandat de M. Macron si on aura encore des hôpitaux et un SAMU. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai parlé de maladie collective, vous n'êtes pas les seuls là-dedans, nous ne sommes pas les seuls là-dedans, parce que moi, en tant que musulman arabe, je vois la même chose, la même maladie, vous avez le déni, et nous avons l'accusation en sionisme et l'accusation en takfirisme, c'est-à-dire on vous dit que vous êtes un apostat. C'est la même chose, en fait. C'est dès que vous traitez la réalité, dès que vous dites une nuance, en France, on vous dit tu fais le jeu d'extrême droite. Chez moi, au Maghreb, on te dit ah, tu bosses pour Israël, tu es un rabbin d'Israël, ou tu n'es plus musulman. Là, c'est la mort sociale, voire la mort physique. C'est la même chose. Hein. Les gauchistes ne sont rien de plus que des islamistes refoulés. Voilà.
Ouais. Justement, alors c'est très intéressant, vous avez aussi évoqué la question justement, oui, il y avait déjà des violences au Moyen Âge. On est quand même allé jus hier, je ne sais pas si vous avez entendu sur les plateaux télé, on a entendu un rédacteur en chef d'un journal de gauche, j'ai oublié son nom, expliquer que c'était comme la guerre des boutons, pardon. Oui, oui, bah, regardez, quand vous regardez le film La guerre des boutons, c'était déjà violent, hein, ils enlevaient quand même les boutons et les jeunes revenaient en quenouille chez eux. Oui, enfin justement, ils enlevaient des boutons, c'est pas exactement la même chose. Donc on arrive à un excès aujourd'hui et je trouve ça dingue que ce soit même autorisé d'avoir ce genre de propos. Enfin, autorisé, on est pour la liberté d'expression, mais que ce soit le propos majeur et dominant sur les plateaux télé aujourd'hui. On est, bon, on n'a pas vécu cette époque-là, mais ça a dû être comme ça juste avant la Révolution française. 1788, 1789, il y avait déjà une explosion de la violence autour de Paris, l'Île-de-France. Les nobles, même les nobles n'arrivaient plus à faire les parties de chasse parce qu'il y avait des bandes de pirates et de gens, des asociaux. Mais je pense que dans les salons parisiens, où régnait la sensibilité, aujourd'hui, ce qui règne, c'est la bien-pensance. On disait déjà, mais il n'y a rien, ce n'est rien. La prise de la Bastille, ce n'est rien. Oui. Voilà, on est dans une révolution française où on revient en arrière, en fait, on enlève la civilisation. Et puis, on verra ce que dira l'enquête, mais les premiers éléments montrent qu'on est vraiment encore dans une guerre de la diversité, apparemment. Et donc, dans cette révolution qu'on vit aujourd'hui, vous avez la relégation, le déclassement du peuple de souche, symbolisé par Crépol, qui doit se soumettre à des suprémacistes. Des suprémacistes venus de cités qui ne tolèrent que leur suprématie, c'est-à-dire, je veux rentrer dans ta fête, je ne suis pas invité, je m'y installe quand même. Oui. Et sinon, je te plante, je te tue. Et puis, il y a tout le système médiatique qui va dire que je suis un enfant, voilà, la guerre des boutons. Oui, c'est ça, la guerre des boutons. C'est très intéressant, en effet, que vous abordiez ce sujet de la guerre de la diversité. Finalement, c'est un peu ce que j'ai dit en introduction. On a l'impression que c'est un attentat aussi contre la France profonde. Et d'ailleurs, peu importe par qui elle est incarnée, mais finalement, on voit bien que c'est la France tranquille, on va dire, qui est agressée ici. Et Laurent Burton à ce sujet. Oui, c'est certain. Moi, alors la violence a toujours existé, existera toujours, hein. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des violences. C'est pour ça qu'il y a une police, c'est pour ça qu'il y a la justice, etc., et des lois pour juguler tout ça dans une société civilisée. Normalement, ça se passe à peu près bien, mais là, on parle plus de la même chose. On parle de cette immigration de quantité qui se traduit concrètement par des bandes communautaires qui sont dépourvues de tout repère moraux comparables à ceux de la population générale, qui sont entraînés par leur effet de groupe, qui sont la plupart du temps dont les parents sont complètement largués et qui sont entre eux. Et pour eux, le fait de gloire va être d'enchaîner les victimes chez l'autochtone qui est toujours présenté comme l'oppresseur potentiel, le méchant en quelque sorte, hein, celui qui a fait du mal au pays, celui qui continue à mettre dans des ghettos la jeunesse, etc. Et voilà, et la population générale qui, elle, est parfaitement domestiquée, docile, qui ne demande qu'à vivre normalement et à faire ses petites fêtes de village sans être embêtée, oui. Eh bien, il y a un décalage qui est extrême. C'est que quand vous allez boire un verre au bal de village, vous vous attendez pas à vous battre contre des types armés de couteaux. C'est pas possible d'en arriver là. Donc, il y a ce gouffre vertigineux entre eux et nous, et qui ne cesse de s'accroître. Ouais, intéressant également, Driss Ghali, vous aviez dit que ça vous rappelait, vous l'avez dit sur un autre plateau, les guerres coloniales. Justement, tout à l'heure, vous parliez de la fin d'une forme de civilisation. Vous pensez qu'on tombe vraiment là-dedans aujourd'hui ? Bah oui, disons qu'aujourd'hui, la France est devenue une terre d'un conflit colonial. Et là, c'est pas besoin d'être un dangereux penseur de droite, hein, c'est juste la réalité la plus, c'est juste le constat de la réalité fait de la manière la plus froide qui soit. Vous avez une concurrence entre deux populations qui ont, comme l'a dit M. Overton, deux manières de voir les choses, et une concurrence entre deux populations qui sont en concurrence pour le même territoire, pour la même légitimité. L'un dit que l'autre était pétainiste, vichiste, l'autre dit que l'autre est islamiste, désordonné, tout ça. Et vous avez ça, c'est la concurrence qui a lieu aujourd'hui. Et il y a des éléments radicaux, notamment ces bandes communautaires et pas seulement, qui transmettent un message politique, qui est le message de tu n'es plus chez toi,
tu obéis, tu me laisses rentrer dans ta fête, tu baisses les yeux, tu me donnes la cigarette, et ainsi de suite. Un message politique, malheureusement, heureusement pour la France, il n'y a pas de parti politique de l'immigration, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de manifeste. Voilà. Mais c'est ce qui nous sépare d'une situation coloniale à l'algérienne dans les années 50, où vous aviez dans des villages de pieds noirs qui se croyaient à l'abri, comme à Crépol, qui croyaient payer leurs impôts et que c'était suffisant, globalement désarmés, qui se croyaient surtout chez eux, en Algérie, parce qu'ils avaient des titres de propriété, etc., etc. Vous avez le débarquement d'une bande de jeunes mâles qui font ce qu'ils font avec l'effet de surprise et puis qui repartent. Et vous avez un État complètement dépassé, parce que bon, il n'y aura jamais assez de gendarmes ou de policiers pour intervenir sur le coup, et un État qui est dans le déni. Monsieur Darmanin aujourd'hui, comme les autorités de la 4e République au début de la guerre d'Algérie, qui parlaient d'actes de banditisme. On disait, ouais, ce sont des hors-la-loi, les HLL. On a mis quelques mois, sinon quelques années, à les appeler des félagas, des terroristes, et ainsi de suite. Il faut faire attention, bien sûr, au parallèle, mais là, on est vraiment dans une espèce enfin, il faut juste entendre le discours des jeunes, entre guillemets, juste entendre ce qu'ils disent. On n'est pas dans le problème social, les inégalités, la carte Navigo qui ne marche pas. On est vraiment dans un clash ethno-nationaliste. Mais quand ils disent on veut planter du blanc, je veux dire, ça c'est des paroles rapportées. Alors pour le moment, bon voilà, mais de 2 témoins tout de même qui étaient sur place. Donc c'est quand même, ça a le mérite d'être ultra clair. Oui, conflit colonial, conflit aussi d'une certaine américanisation de la France. On est comme dans les... Vous savez, ça me rappelle un roman, ça s'appelle Le Duché des Vanités, des années 80, où vous avez un blanc qui se perd dans un ghetto noir de New York, qui finit par tuer quelqu'un, et vous avez tout ce délire raciste, racialiste de la culture américaine, qui est merveilleuse par plusieurs aspects, mais qui a cette haine entre blanc et noir, haine symétrique et réciproque. On y est aujourd'hui en France, grâce aux génies qui nous gouvernent, qui ont fait l'immigration de masse en France. On est devenu une succursale des Américains, une succursale des États-Unis, sauf que nous avons importé une hyperpuissance en France qui est l'islam et qui est autre chose que la culture du ghetto. L'islam, c'est qui peut changer le monde et la France. Moi, je ne veux pas dériver au-delà du sujet, mais on est des États-Unis. On a vraiment importé que les maladies américaines. On n'a pas importé la puissance américaine. Oui, tout à fait. Laurent Berton, vous êtes d'accord sur cette analyse aussi? Finalement, ce que nous subissons, c'est également une forme d'américanisation, mais bas de gamme, on va dire. Ben oui, effectivement, on a le pire du facteur communautaire, de ce réflexe médiatique qui consiste à chercher des martyrs qui sont souvent très mauvais, des très mauvais martyrs. On l'a vu, on a vu l'affaire Adama, on a vu l'affaire Naël. À chaque fois, le système cherche à, encore une fois, à partir de ce genre d'individu, à faire ployer le genou du brave payeur d'impôts, du brave contribuable, en lui montrant à quel point sa société est mauvaise, et donc lui-même l'est intrinsèquement, et donc il doit payer pour se racheter, et il doit arrêter de se plaindre quand il lui arrive quelque chose, parce que finalement ce n'est que justice. Moi, je parle un peu de terrorisme sans revendication, comme on l'a dit, il y a cette volonté de soumettre l'autochtone, cette quête de puissance au sein du groupe qui n'est pas encore structurée idéologiquement, qui n'a que de vagues bribes de ce que veut bien lui fournir la France insoumise et d'autres agitateurs. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette notion structurée, mais très concrètement, les faits sont là, et ils n'ont pas besoin de dire on va planter des blancs, il faut planter des blancs. La plupart du temps, ils ne le disent pas, mais les chiffres sont là. Quand vous avez quelqu'un qui est victime d'un groupe armé, eh bien, très largement, la plupart du temps, c'est un autochtone, un natif, et les autres sont issus de ces communautés issues de l'immigration, extra-européenne en particulier, et l'inverse est extrêmement rare. C'est pour ça que quand vous avez un vieillard qui essaie de repousser les personnes qui l'importunent et se défend, eh bien la France insoumise va en parler en boucle pendant des mois et des mois, et pour essayer de prouver qu'il y avait une forme d'équivalence, mais qui n'est pas du tout avérée dans les chiffres, loin s'en faut. Ouais. Et alors justement, on parle de cette américanisation, et je me dis, quand on pense par exemple au livre de Romain Gary, Chien blanc, qui montre déjà cette
le fait qu'on a toute une catégorie sociale, intelligentsia, on va dire, qui refuse de voir le réel et qui se meut justement dans cette victimisation d'une catégorie de personnes. Et derrière, on a eu votre livre il y a 10 ans désormais, La France Orange Mécanique. Et malgré tous ces livres qui finalement nous donnent des indices qui devraient nous éveiller, qui devraient nous laisser comprendre vers quel chemin on doit se diriger, on a l'impression que c'est toujours pire. Et c'est aussi la question que je voulais vous poser à tous les deux aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui Crépol va faire ouvrir les yeux ou pas du tout finalement? Est-ce qu'on va continuer toujours plus loin dans le déni et dans le système de l'autruche qui cache sa tête au fond du sable? Le problème est cette force médiatique considérable qui est une force d'occupation des esprits. Et Monsieur Moyen, le problème, c'est qu'il n'a pas ce réflexe encore de s'informer par lui-même, d'écouter de Tocsin, alors de plus en plus, mais pas assez, pas suffisamment. Et il va passer son temps devant TF1, devant France 2, devant M6. Et là, il va voir ce message, ce conditionnement habituel des grands médias qui font ça depuis toujours. Et Monsieur Moyen, par exemple, doit être sincèrement persuadé qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les communautés noires sont réellement victimes, bien plus qu'ils ne sont coupables, et que donc les mouvements Black Lives Matter, etc., sont légitimes. Mais sauf que la réalité ne parvient jamais jusqu'à ses oreilles. Et la réalité criminelle de ce pays est totalement inversée. Les chiffres sont absolument éloquents. La criminalité afro-américaine est des dizaines de fois supérieure à la criminalité autochtone. Et on a un petit peu le même phénomène en France. Mais à force d'avoir ce discours, ce martèlement permanent, ça n'existe pas, ou si ça existe, ça a des causes sociales, ça s'explique parfaitement, etc. Et finalement, c'est toujours vous qui perdez. Eh bien, Monsieur Moyen, évidemment, il est face à ces forces de conditionnement, aux experts, aux spécialistes, aux sociologues, et il se prend à douter même de ce qu'il voit. Oui, Donc, il oui. faut continuer à diffuser la bonne parole autant que faire se peut, et éviter de désespérer, même si c'est assez désespérant. Et je suis pas sûre d'être tout à fait d'accord avec vous là-dessus, parce que Monsieur Moyen, justement, est rattrapé par le réel. Enfin, si on parle du même Monsieur Moyen, C'est vrai. et que partout en France désormais, justement cette immigration un peu sauvage qui n'apparaissait au début que dans certaines zones, aujourd'hui est un peu partout. Et donc, ce Monsieur Moyen se voit, moi je vois par exemple dans les petits villages de France où il me disait: «Non, jusqu'à maintenant on était préservés», et donc il pouvait penser à autre chose et voter autre chose éventuellement, enfin voilà. Maintenant ils sont rattrapés par ce réel, ils commencent à s'inquiéter, ils commencent à voir certains effets négatifs d'une présence qui peut paraître hostile à côté de chez eux. Hem et donc peut-être que Monsieur Moyen, lui, le perçoit, mais la différence, c'est que les médias, gardent cette dichotomie, et puis surtout, c'est le monsieur, jet set finalement, on va dire, heu, monsieur, mondialiste qui lui, ne veut rien voir et refusera coûte que coûte, et avec le système démocratique qu'on a, finalement d'entendre et de laisser entendre la parole des autres et de ceux qui pourraient voter éventuellement, contre, contre ce système, on va dire, de déni, que le gouvernement nous impose. Oui, on voit bien que ce qu'on appelle le banc de sardines, c'est-à-dire l'opinion, est en pleine hésitation. Il y a un Oui. conflit intérieur très, très lourd. Et certains, évidemment, voient la réalité et en parlent autour d'eux et se disent cette fois on en a marre et il faut que ça cesse. Et d'autres vont rester dans cette espèce de logique de morale supérieure, de se dire non, pas d'amalgame, le vivre ensemble. Vous voyez, ça donne Mais ça, l'impression c'est d'être pas un une petit peu au-dessus minorité? du Vous lot. pensez pas que ça, c'est une Ah minorité si, aujourd'hui? Oui. si, c'est bien sûr une minorité, mais le problème, c'est que ce chantage à l'extrême droite est quand même reste puissant et reste intimidant. Et on a peur de prendre position en famille, à la machine à café, auprès des collègues, et en particulier dans les cercles qui comptent, dans les cercles qui donnent accès à l'expression publique, c'est-à-dire dans les grands médias, les Mmh, mmh. universités, le monde de la culture. De telles craintes sont extrêmement puissantes. Et personne n'a envie d'être désigné comme le déviant, comme le suppôt de Éric Zemmour ou je sais pas quoi. Donc on a tendance à modérer nos jugements et afficher cet optimisme qui est complètement fou parce qu'on est sur le Titanic en phase tout à fait terminale et à continuer à croire que tout va bien, jouer de la musique et profiter du spectacle. Ouais, Driss Ghali, même question. Est-ce que je reviens à ma première question, est-ce que vous considérez qu'il va y avoir enfin un éveil ou pas, face à justement à l'augmentation de la violence en France, la violence que l'on voit maintenant même dans cette France profonde, cette France, périphérique? Est-ce que vous considérez que justement Crépol va permettre cet éveil?
Vous savez, quand on lit la Bible et le Coran, on entend Dieu ou ses prophètes se lamenter souvent du déni des ouailles, du déni des êtres humains devant les miracles de Dieu. Dans l'islam, dans le Coran, on parle de peuples damnés auxquels Dieu a donné une chance. Il leur a dit, qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous croyiez? Ils lui ont dit, donnez-nous une preuve. Il leur a donné la preuve, un miracle. Fait tomber la pluie ou je ne sais quoi, ouvre. Et malgré ça, ils n'ont pas cru. Ou ils ont cru quelques minutes, après ils ont trahi leur promesse. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que faut pas s'attendre malheureusement à un changement dans l'opinion publique. Enfin, on ne sait pas. Mais certainement, comme l'a dit M. Overton, par millions, ils ne voudront pas croire. Même après Crépol, ils ne voudront pas croire ce que leurs yeux voient. Et c'est très humain. Et dans un sens, même si ça m'énerve un peu, il faut aussi savoir être empathique et pardonner. Ce sont les êtres humains. Nous avons tous notre lâcheté. Malheureusement, la lâcheté de beaucoup de nos concitoyens coïncide avec cette question de la domination intellectuelle, on va dire, entre guillemets, médiatique. Ouais, et puis il y aura, à mon avis, ceux qui ont été convertis ont été convertis. Maintenant, ceux qui seront convertis plus tard, si un jour ils seront convertis, ils ont besoin de voir des grandes figures de gauche se convertir. Mais il y en a un paquet, sauf qu'après on nous dit, bah non, en fait, ils sont pas de gauche, ils sont d'extrême droite. Ouais, mais je pense que… Regardez, Michel Onfray, on connaît beaucoup d'intellectuels qui sont aujourd'hui jugés. Finkielkraut, qui était un ancien de gauche, qui est aujourd'hui d'extrême droite. Enfin, voilà. Alors, qui a bougé? Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est la boussole? Je suis très religieux ce matin. Il faut savoir pardonner à ceux qui se sont trompés, aux repentis. Bienvenue à eux dans notre camp. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en Algérie, vous avez des gens de gauche pendant la guerre. Vous avez des gens de gauche qui étaient là pour dire tout va bien. Voilà. La colonisation est magnifique. On va tous devenir riches ensemble, arabes et européens. Quand ils ont vu les grands massacres de Philippeville en août 55, où vous avez plusieurs morts chez les musulmans dits francophiles et chez les Européens, là, ils ont tout de suite compris. Donc, et là, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande conversion dans l'opinion publique après la prise de position de gens de gauche qui ont dit, les gars, là, on a franchi un cap, on s'est trompé, on va droit vers le mur. Je pense que… Oui, donc c'est un message d'espoir que vous nous envoyez là. C'est un message d'espoir que vous nous envoyez. Vous avez l'impression qu'il y a eu quand même un effet d'électrochoc. Voilà, mais parce que la nature humaine est comme ça. Nous avons tous peur de quitter le groupe, quitte à sauter ensemble dans le précipice. Et comme l'a dit M. Overton, vous avez les gens ont peur, les gens ont peur de se faire ostraciser. Et il y a aussi quelque chose qui est très profond, c'est l'impuissance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables, en raccrochant avec vous aujourd'hui, je peux même me connecter à une jeune fille en Indonésie sur le Tinder indonésien. Vous voyez la puissance que j'ai, si j'en avais envie, c'est sûr. Mais par contre, je suis incapable de lutter contre une petite frappe qui peut venir faire du bruit devant chez moi. C'est vrai. Ni physiquement, ni militairement, ni politiquement, ni rien du tout. Et donc, reconnaître ça, c'est une blessure narcissique. Et nous engueulons ces Français qui ne veulent pas rejoindre notre camp, mais il faut se mettre à leur place. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'homme moyen du village de la Drôme, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Qu'il prenne un glaive? Vous voyez ce que je veux dire? Nous demandons aux gens de changer d'époque, de revenir en 1940 et se dire, vous avez les Allemands et là, il faudra donner vos enfants. Alors là, vous posez une vraie question, mais qu'on a déjà abordée avec Laurent Burton et on est en train de déborder un peu sur notre temps, mais comme c'est passionnant, on va devoir l'aborder quand même. Laurent Burton, à ce sujet, oui, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Est-ce que finalement, ces gens moyens, c'est tous ceux qui savent qu'à n'importe quel moment, ils peuvent être en danger, est-ce qu'il faut qu'ils pratiquent par exemple une forme d'autodéfense? Est-ce qu'il faut qu'on se forme aujourd'hui à se défendre puisque l'État ne remplit plus sa mission de sécurité? Si vous demandez à Darmanin ce qu'il faut faire, la réponse va être très claire. Il va condamner. Vous composez le 112, vous attendez, lui viendra sur place le lendemain condamner avec fermeté une fois que le sang sera un petit peu séché et il mettra sans doute en place un numéro vert. Il fera un tweet de condamnation quand même. Oui, bien sûr. Peut-être aussi même qu'il y aura une sous-commission de créer avec un Grenelle ou quelque chose comme ça.
Mais en tout cas, oui, le citoyen normal moyen se dit, bon, concrètement, cet État est en faillite majeure, autant sur la question du respect des frontières que sur la sécurité. C'est quand même pour ça qu'il est là et pour ça que je le paye. Et je le paye d'ailleurs très très cher, beaucoup trop cher. Et il ne le fait plus. Donc à partir de là, soit je continue à me résigner en me disant qu'il a le monopole de cette sécurité, il m'interdit de me défendre moi-même. Donc, quelque part, c'est lui qui va se dresser contre moi si je prends mes dispositions. Et contre des couteaux, il n'y a pas beaucoup de miracles. Hein. Je vois un peu de dire entraînez-vous contre un couteau. Non, hein, vous avez beau être un extrêmement brillant combattant, Ouais. vous avez de très très bonnes chances de perdre. D'ailleurs, à l'armée, moi Et j'ai de la famille à l'armée, on leur apprend surtout d'éviter tout contact avec des lames, en fait, avec des armes blanches. ah ouais, Mm. évidemment, non, mais l'arme blanche, à moins que vous ayez, je sais pas, une matraque télescopique ou un spray au poivre et que vous ayez beaucoup de réussite, vous vous en sortirez peut-être, Mm. mais la plupart du temps, vous allez perdre. Et si vous avez une arme à feu ou quelque chose de très efficace comme ça, alors là, vous allez perdre d'une autre manière. Ça veut dire que la justice sera totalement impitoyable avec vous, Mm. puisque là, ça deviendra un crime sans doute raciste, Mm. etc. Mm. Et donc, vous êtes complètement démunis. Perdant. Et comme l'a dit Driss Ghali, vous avez cette blessure en permanence avec vous, c'est-à-dire que vous êtes consciemment soumis à des violences contre lesquelles vous ne pouvez rien. Et Mm. votre État vous a quelque part livré à ça. Et vous êtes dans cet état d'attente et d'angoisse. C'est extrêmement pénible. Et Oui. évidemment, il n'y a vraiment pas de possibilité d'en être fier. Mm. Oui, Mm. c'est assez terrible ce que vous nous décrivez. Idriss Ghali, je voulais encore vous poser une question. Tout à l'heure, Laurent Hopperton parlait justement de cet effet de bande sardine. Oui, parce qu'en fait, on est tous là à suivre finalement l'effet majoritaire. Hein. C'est toujours plus confortable d'être dans la majorité. Le loup aime être dans sa meute. Mais bon, là, c'est pas vraiment un loup, c'est plutôt des sardines. En effet, c'est plus proche de la réalité. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est par rapport justement à la communauté musulmane en France. Comment marche le banc de sardines musulman en France? Est-ce qu'aujourd'hui, il est peut-être aussi envahi par des réseaux sociaux qui ont tendance à énerver, on va dire, cette communauté, où finalement on a une majorité silencieuse et comme on le dit, seulement quelques minorités agissantes et agressives? Oh, c'est un sujet complexe parce que il n'y a pas beaucoup de sondages et puis il y a l'opinion publique et l'opinion privée. Mmh. L'opinion publique des gens vous disent oui, nous sommes victimes de racisme, nous sommes victimes de la Palestine. Hein, tout le monde est voilà, la Palestine, Gaza, alors que nous avons Gaza chez nous à Crépol. Et on est incapable de raisonner Israël éventuellement, mais on pourrait quand même raisonner nos jeunes à Crépol pour qu'on arrête de s'entretuer quand même. Là, c'est un peu plus proche de nous et ça nous concerne plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par contre, il y a une opinion interne, intime, qui voit bien que c'est n'importe quoi. Mais les gens, comme d'ailleurs j'allais dire chez les Français de souche, vous avez ce basculement entre l'intime et le public. Les Français de souche vous disent, moi, je déteste l'extrême droite, Pétain, je déteste tout ça, mais à l'intérieur de lui-même, il dit qu'il y a trop d'immigration. Et vous avez chez certains, ou une bonne partie des musulmans de France, vous avez cette ambivalence. De toute façon, là, Oui, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est dans justement, on sait très bien comment ça se passe et justement on l'a vu avec la Palestine, que les informations sur les réseaux sociaux et tout ça sont toujours, nous vivons tous d'ailleurs, moi-même, hein, dans une forme de bulle communautaire, dans notre bulle de réseau et finalement tout ça ne fait qu'aggraver les dissensions, les différences, etc. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit tous les jours, on n'a plus entre guillemets ce fameux vivre ensemble en réalité. On est tous chacun dans nos bulles, dans nos sphères numériques. Et est-ce que ça, oui, finalement, ça en va plus, continuer de tendre la situation? oui, et le problème, c'est que nous sommes malades de la démocratie aujourd'hui. Enfin, de la démocratie, en fait, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tout le monde a accès à un smartphone. Oui. Même les illettrés et les analphabètes. Et croyez-moi qu'il y en a dans tous les coins, droite, gauche, musulmans, chrétiens, tout ça. Ce qui fait que vous avez des gens qui disent n'importe quoi. Et vous avez des gens qui vous disent, et qui ne sont incapables de se solidariser avec les victimes de Crépol, parce qu'ils vous disent, mon enfant a souffert du racisme. Et c'est vrai qu'il y a du racisme. Moi, j'en ai souffert moi-même, du racisme anti-musulman, anti-arabe en France. Il y en a. C'est pas le fait majeur de la France. C'est pas la cause prioritaire. Mais il existe.
mais les gens n'arrivent pas en fait, les gens regardent tellement leur nombril qu'ils vous disent qu'ils ne pensent qu'à eux. Et mon point important ici, c'est que nous sommes vraiment orphelins de patriarches ou de matriarches, je ne sais pas comment il faut dire, qui prennent la parole dans les deux camps. Parce que si on laisse le monsieur moyen chez les musulmans de France ou chez les Français de souche, on a la guerre civile. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas, je peux me tromper, hein, je peux me tromper, je ne vois pas de parole chez les musulmans de France ou les Arabes de France ou les Nord-Africains de France qui disent, les gars, condamner Crépol et en même temps nuancer le racisme qui existe. Parce qu'on n'a plus cette parole qui vient d'en haut. Parce que nous, finalement, n'importe qui peut prendre un téléphone et dire n'importe quoi. Oui. Et ce n'importe quoi est devenu l'opinion publique parce que ça flatte les passions tristes de chacun. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est pour ça que ça pose une vraie question aussi. Et on a l'impression qu'on va tomber dans une nouvelle forme de guerre coloniale, mais 2.0. Laurent Berton, un dernier mot peut-être là-dessus, puis on va devoir conclure. Oui, comme on l'a dit, on a au-dessus de ça, je pense que la population majoritaire est assez largement contre, on l'a vu, hein, les sondages d'opinion, c'est-à-dire contre le laxisme judiciaire, pour une politique migratoire beaucoup plus ferme. Je pense qu'elle a pris conscience petit à petit du problème. En revanche, cette population au-dessus, qui dirige le pays, qui est faite de croyances de luxe, hein, c'est-à-dire c'est aussi un marqueur social, hein, une façon de se dire, moi je suis tellement supérieur aux autres. Je parle de la guerre des boutons et voilà, j'ai un brevet de supériorité morale. Et celle-là, elle a ce côté un petit peu sectaire, c'est-à-dire on est un petit peu dans Berlin-Est. C'est que si vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous voulez quitter le navire, si vous voulez cesser d'être de gauche, on va pas vous tenir la main, on va vous tirer dans le dos. Et donc ça fait peur et ça confine à cette logique un petit peu suicidaire de continuer malgré tout à défendre des positions qui sont complètement indéfendables. Parce qu'on défend sa place, on défend son niveau social, on se défend dans son propre groupe. Comme vous l'avez dit, on est dans notre bulle et on doit complaire aux gens qui la composent et on leur prête des intentions et donc on essaie de s'y conformer. Et ça mène à ce genre de situation absolument épouvantable. Et malheureusement, le pouvoir est monopolisé par cette élite qui est complètement